Voilà un film percutant, bouleversant aussi. Et pour prolonger ces images et ces témoignages de ce que l'homme peut faire de pire à l'homme, nous allons nous interroger maintenant sur l'état de notre monde. Septembre 2001, septembre 2021, 20 ans après leur chute, les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. 20 ans après l'attaque des tours jumelles du World Trade Center, le monde est-il en train de basculer à nouveau ? On en parle tout de suite avec mes invités. Elie Tenenbaum, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez coécrit ce livre avec Marc Ecker, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. C'est aux éditions Robert Laffont. Solène Chalvon-Fioriti, bonsoir, vous êtes en duplex avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter, nommé cette année pour le prix Bayeux des correspondants de guerre, pour votre documentaire co-réalisé avec Marc Goben, Afghanistan, vivre en pays taliban. On va en parler. Avec nous également Armelle Charrier, bonsoir. Vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Et puis bienvenue, Bernard-Henri Lévy. Est-il encore besoin de vous présenter, philosophe, écrivain et donc co-réalisateur de ce film que l'on vient de voir et qui donne vie à ce livre sur la route des hommes sans nom, c'est chez Grasset. Bernard-Henri Lévy, les images de votre documentaire sont extrêmement fortes, je le disais. Certaines sont déchirantes. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est l'ouverture de votre documentaire. On est au Nigeria avec des femmes, des enfants victimes de Boko Haram. Et contrairement aux images qu'on peut voir dans les JT, dans les journaux télévisés, les commentaires, les images sont très crues. Et vous ne floutez rien. Vous montrez les corps mutilés, les visages, au risque de choquer. Pourquoi ce choix ? Ça a toujours été mon choix dans tous mes films. Vous savez, c'était dès mon premier film sur le siège de Sarajevo, Bosna, je pensais qu'il fallait montrer les choses. Je pense qu'il faut regarder le mal en face, que ce que l'homme peut faire de pire à l'homme, on l'oublie. Et qu'on oublie cette sauvagerie extrême qui peut s'emparer des humains. Et lorsque j'ai recueilli les témoignages de cette jeune femme à laquelle vous faites allusion, qui ouvre le film, cette jeune Nigériane, qui est une maman, de 3 enfants, qui a vu ses enfants mourir sous ses yeux, son mari mourir sous ses yeux, qui elle-même s'est fait débiter le bras, comme à la boucherie, méthodiquement, et qui a fini par mourir pendant le tournage du film. Nous avons appris qu'elle était morte. Pour moi, il n'y avait pas de question. Je devais raconter son histoire, je devais porter autant que je le pouvais sa voix, et je devais montrer ce qui lui a été fait. Mais vous montrer, en même temps, c'est quoi ? Je montre son visage, je montre sa... Elle s'allonge sur la tombe. Oui, se recueillant et s'allongeant sur la tombe de son mari, qui vient pour rejoindre. Et puis on voit, en effet, que son bras est mutilé, qu'il est réduit à un moignon. Et je raconte pourquoi. Et vous parlez des images, justement. C'est vrai que ce qui frappe, c'est qu'il y a assez peu de décryptage, assez peu de contextualisation dans le film. Est-ce que c'est délibéré ? Ça dépend des cas. Si la contextualisation, c'est des paroles d'experts ou de philosophes qui va noyer le poisson, c'est vrai que j'ai pas envie. Voilà, je pourrais faire ça. Je pourrais noyer le poisson. Je pourrais faire des considérations philosophiques, théologiques ou historiques. Mais je pense que ces gens qui m'ont confié leur histoire, ces enfants de Daesh, que j'ai été le premier, je crois, ou un des rares en tout cas, à interroger. On va en reparler d'ailleurs tout à l'heure, on va les voir. Oui. C'est le jeune Massoud que j'ai rencontré donc plusieurs mois avant qu'il ne se lance cet appel à la résistance. Il ne mérite pas que je les noie sous mon savoir d'expert. Oui, parce que vous dites, en expliquant trop, on obscurcit et on gomme du coup la réalité parfois. 1, on obscurcit, 2, on fait le malin, et 3, on prend la place. La parole de ce jeune homme, ce jeune Massoud, le fils du commandant Massoud, diplômé d'astronomie, des plus belles écoles anglaises, et dont je le rencontre à ce moment-là. Qui incarne la résistance en Afghanistan. Comment, 1, il prévoit ce qui se passe en ce moment, il annonce cette prise de pouvoir par les talibans. 2, il décide de prendre la suite de son père, et il décide d'être parmi ceux qui incarneront la voie de l'honneur. Je transmets ça, voilà. Et j'ai pas envie, quand je fais
Les commentaires, ils sont dans mes livres, en effet. Vous en avez cité un, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de livres dans ma vie. Quand j'ai la chance et l'honneur de rencontrer ce jeune Ahmad Massoud, quand j'ai la chance et l'honneur de rencontrer ces femmes kurdes du Rojava, ces jeunes femmes combattantes qui sont des enfants, qui ont 20 ans, qui rêvent d'une vie normale, qui rêvent d'être des mamans, qui rêvent d'avoir des amoureux, un amoureux ou plusieurs, et qui passent leur vie à lutter contre Daesh et contre les Turcs. J'ai juste envie de leur donner la parole et de les montrer. Et vous l'expliquez bien. Alors, vous revenez sur 9 conflits dans ce film que vous qualifiez de guerres oubliées. Elie Tenenbaum, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de guerres oubliées ? Le film est très large et couvre effectivement de nombreux théâtres, théâtres de guerre, d'opérations, qui n'ont pas vocation à avoir au contraire de signes égaux entre eux. On voit la diversité de ce qu'est la conflictualité aujourd'hui. Et voilà, on a aussi bien des conflits anciens qui demeurent, qui laissent des traces. Le passage au Bangladesh revient évidemment sur une guerre qui a plus de 40 ans, 50 ans, et qui en même temps continue à avoir ses plaies et avec un environnement qui n'est pas dénué de guerre. On voit en toile de fond les Rohingyas, on voit la conflictualité qui couvre, et puis on a des conflits qui sont très actuels, qui sont plus ou moins connus. L'Ukraine, l'Irak, la Syrie. Et puis, il y a des conflits qui sont effectivement... qui passent un peu sous les radars. Non pas oubliés, mais absolument disparus. Couverts par les médias. De la sphère médiatique. Vous pensez auxquels ? Le Nigeria, pour sa partie... Alors, le Nigeria est un pays complexe et certaines zones de guerre au Nigeria sont vues. La région du lac Tchad, avec la présence de Boko Haram, est connue. La question du nord-ouest du Nigeria est beaucoup moins connue. C'est un pays qui a une conflictualité latente extrêmement forte. Et puis moi, j'ai été frappé quand même par le passage en Somalie, parce que ça, c'est un théâtre sur lequel... Mogadiscio, une des villes les plus dangereuses au monde. Là aussi, on a une guerre... en cours depuis plus de 30 ans, qui se transforme, une guerre civile qui a eu différentes phases, mais sur lequel c'est un terrain à la fois de recherche et de médias qui est extrêmement peu couvert. Et ça, c'est des images qui sont rares. Quand je veux dire oublier, je veux dire deux choses. D'abord ça, c'est vrai que les chrétiens du Nigeria, de la ceinture centrale, je ne crois pas qu'il en ait beaucoup d'images. Et Mogadiscio, en effet, il n'y a pas tellement d'images non plus. Donc ça veut dire ça. Mais ça veut dire aussi que j'ai fait ce film dans une année très particulière, qui était l'année 2020, c'est-à-dire l'année du Covid et l'année des confinements. Et là, honnêtement, nous étions en train de, je trouve, moi le premier d'ailleurs, on oubliait tout ça. On oubliait le monde, on oubliait ces guerres, on oubliait ces tragédies. Et c'est vrai que ça a pesé dans ma décision, avec Marc Roussel, avec Olivier Jacquin, mon caméraman, ça a pesé dans notre décision de prendre notre sac et de partir dans ces 9 endroits-là. Les réfugiés du camp de Moria, qui brûlent juste après notre passage, bien sûr que tout le monde sait que la question des migrants, d'où ils viennent, l'horreur qu'ils vivent, mais enfin, j'ai été très surpris de voir que dans ces mois-là de confinement, on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas tellement de caméras. Quand il y avait des caméras, il y avait les Nervis d'Aube Dorée qui les jetaient à la mer. Et puis, il n'y a pas eu beaucoup d'images. Donc, oubliez en ces deux sens-là. Et alors, justement, vous ne renoncez jamais. En tout cas, ceux qui vous connaissent bien savent que vous ne renoncez jamais. On en a la preuve dans ce documentaire. Et notamment, ça se passe dans un camp du Kurdistan syrien. Vous rencontrez des enfants dont les parents ont rejoint Daesh et vous les interpellez. Je vous propose qu'on regarde à nouveau cet extrait et on le commente ensuite. Le jour où vous allez sortir, vous allez retrouver vos parents. Ceux qui ne sont pas morts, ou ceux qui ne vont pas rester toute la vie en prison.
Vous allez être les professeurs de vos parents. وراح تكونون يعني اسمه فوقها يعني راح تكونون بروفيسور عشان Vous allez être les parents de vos parents. Vos parents vous ont mis des mauvaises idées dans la tête. Vous allez mettre des bonnes idées dans la tête de vos parents. انتم راح تحطوا افكار زينه في مخ اهلكم. Et ce jour-là, vous allez devenir des hommes libres. وهذا اليوم راح تكونوا Moi, je m'appelle Bernard-Henri Lévy. اسمه برنار أنري Lévy. ليفي. Lévy, c'est un nom juif. Je suis juif. Juif. Yudé. مسيح ouais. Je suis. قول Mais pour moi, juif, musulman, chrétien, c'est la même chose. On est des frères. قول هو شو اسمه هو مسيحي بس عنده المسيح والمسلمين وكل شيء نفس الشيء. Voilà ce que je voulais vous dire. هذا كان يريد يقول. Vous allez être les professeurs de vos parents, vous allez être les parents de vos parents. Est-ce que vous pensez que ce message peut être compris par les ados que vous voyez? Ben, je crois, oui. Franchement, je le crois. C'est un message très lourd. Certains d'entre eux, oui. C'est un message d'abord qui leur dit qu'il n'y a pas de culpabilité collective, qu'ils ne sont pas collectivement responsables des crimes de leurs parents. Et ça, je le crois si profondément. Et je suis tellement choqué quand j'apprends, quand je lis les sondages ou quand j'entends nos gouvernants faire comme s'ils étaient co-responsables des crimes de leurs parents engagés chez Daesh, premièrement. Deuxièmement, je pense vraiment qu'une femme ou un homme libre, c'est un être qui se débarrasse, qui fait le deuil de ses fantômes et des fantômes qui le hantent. Et quelle meilleure manière de le faire que de s'adresser à ses parents, en effet, survivants de Daesh, et puis de leur transmettre ce message. Et puis, pour moi, comment vous dire, ce jour-là, cette scène-là, elle a été faite comme ça. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens plus justes de dire la fraternité comme inspirer ces enfants, ces adolescents. Voilà. Je leur ai dit que j'étais juif. Ils ont du mal d'ailleurs à traduire. Ils ont du mal à traduire. Je crois d'ailleurs que le garçon traduit chrétien, je crois. Mais en tout cas, je leur ai dit, ceux qui parlent français, ils étaient nombreux, car un grand nombre d'entre eux sont français, là, ont très bien compris ce que je voulais leur dire. Et le principal message que je voulais faire passer dans ce film et dans ce moment-là, c'était cette idée de fraternité. Voilà. Et il me semble que pour un grand nombre, ils l'ont compris. Oui. Alors, quasiment tous les conflits évoqués dans le documentaire sont frappés directement ou indirectement par le terrorisme djihadiste. Armel Charrier, hier, on a commémoré les 20 ans des attentats du 11 septembre à New York. 20 ans après, est-ce que le monde bascule à nouveau ? Alors, le monde, aujourd'hui, s'interroge sur la question du terrorisme, parce que c'est vrai qu'il y a eu des victoires qui ont été acquises sur l'organisation de l'État islamique, quand on a touché effectivement et qu'on a mis à mal le califat qui était entre la Syrie et l'Irak. On a des victoires sur Al-Qaïda. Mais en fait, ces victoires-là, elles sont à un moment donné succinctes parce que ce sont des victoires militaires. Donc derrière, est-ce qu'on peut dire que l'idéologie, elle est là ou est-ce qu'elle est partie? Et c'est cette question fondamentale qui reste. L'idéologie, elle reste présente. On la voit quand on assiste aujourd'hui en Afghanistan et qu'on voit l'organisation de l'État islamique qui est capable d'aller tuer des Afghans, qui est capable d'aller tuer des Américains pour dire « Regardez, j'ai commis un carnage parce que je veux m'en prendre à l'Occident et que je veux montrer autre chose ». Cette fracture, elle est restée. C'est-à-dire qu'en fait, cette fracture, c'est de dire « L'Occident ne nous fait pas rêver ». Et on a envie aujourd'hui d'inscrire autre chose et d'inscrire une vision avec cet islamisme qui prend le dessus et cette capacité effectivement à appliquer la charia et à mettre en place tout un système qui va là-dessus. Alors c'est vrai que c'est à la fois difficile à entendre parce que du coup ça veut dire qu'on est encore
dans des guerres qui n'ont pas exactement le même nom, parce qu'on n'est pas dans un État contre un État. Donc, il faut comprendre, en fait, de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Il y a une recomposition pour le coup. Et je pense qu'il y a aussi une volonté de générosité qui est fondamentalement aussi dans nos sociétés, qui est une société de paix. À chaque fois, quand vous allez voir les personnes, vous allez voir les humains, vous allez interviewer, vous allez chercher justement cette parole et le fonctionnement humain. Mais à côté de ça, il y a une emprise qui, elle, est beaucoup plus politique. Et pour ce qui est de l'Afghanistan, vous vous dites, la cible, c'est les Occidentaux, mais c'est les Afghans eux-mêmes. N'oublions jamais tout de même les chiffres, je crois. Les 20 années de ce qu'on appelle la guerre en Afghanistan, c'est 2400 morts américains, 1400 morts de la coalition et 65 000 morts afghans. Donc la principale cible d'Al-Qaïda, de Daesh et des talibans depuis 20 ans, c'était les Afghans, c'est les femmes afghanes, c'est les journalistes afghans, c'est les Afghans qui ont commencé à croire à la démocratie. C'est ça le vrai enjeu. C'est à l'intérieur du monde de l'islam une guerre à mort entre l'obscurantisme et l'islam des Lumières. C'est ça la grande affaire, plus que l'Occident. Il y a une grande différence entre cette guerre menée depuis 20 ans et puis ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, quand on parle de bascule justement du monde et cette question. Oui, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle, mais pour revenir à l'extrait que vous venez de montrer et à la question que vous posez de l'anniversaire, il y a un lien direct. 20 ans, c'est une génération. C'est-à-dire que les soldats, parmi les soldats américains qui sont morts à l'attentat de l'aéroport de Kaboul, vous en aviez 5 qui avaient 20 ans, qui n'étaient pas nés au moment du 11 septembre. En face, parmi les talibans, la population afghane, et c'est le cas sur pratiquement tous les théâtres de guerre qu'on évoque ce soir, nous sommes sur des pays extrêmement jeunes, à des démographies extrêmement galopantes, où la majorité de la population a moins de 20 ans. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette guerre contre le terrorisme, cette guerre entre le djihadisme et le reste du monde, d'une certaine manière, qui s'est mise en place, ou qui s'est dévoilée plus exactement au moment du 11 septembre, est-ce que cette guerre est en train de devenir une guerre héréditaire ? Est-ce qu'on est en train... Est-ce que finalement, les djihadistes qui ont fait très clairement le pari générationnel, le pari de transmettre leur haine de l'autre, du musulman ou qui ne pense pas comme lui, aussi bien que de l'infidèle, de l'impie, eh bien, ils ont cherché à la transmettre à leur population. Et le califat autoproclamé de l'État islamique avait poussé plus loin que personne cette logique d'enfants soldats, d'embrigadement dès le plus jeune âge. Il y a des images absolument effarantes d'embrigadement, de sensibilisation à la violence dès le plus jeune âge que Daesh a mis en place. Et donc cette question de savoir est-ce qu'on va pouvoir dire oui, cette guerre s'arrête là, elle s'arrête avec les parents, avec ceux qui ont été défaits ou ceux qui ont vaincu, ou au contraire, est-ce qu'elle se poursuit pour toujours ? C'est la grande question, à un moment même où l'Occident militaire, aujourd'hui, décide de fermer la porte, de tourner le dos à un djihad qui continue de lui faire face. Une recomposition aussi, des stratégies, les États-Unis qui se désengagent. Il y a une lassitude de guerre qui est claire. Avec des priorités qui évoluent. Et qu'on voit aussi bien sur l'Afghanistan que sur l'Irak, que sur la Syrie, que sur le Sahel, avec des attitudes et des spécificités de chaque théâtre. Le vrai problème, vous savez, c'est pas... Enfin, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai observé pendant toute cette année, puis j'avais couvert, j'ai fait un film qui s'appelle La bataille de Mossoul, sur la chute du califat. Le vrai problème, ce n'est pas les guerres héréditaires, c'est les femmes afghanes qui pensent qu'elles ont le droit de vivre libres, qu'elles ont le droit de marcher dans la rue dévoilées et qu'elles ont le droit de regarder un homme dans les yeux. Le vrai problème, c'est les Kurdes qui pensent, en Syrie et en Irak, qu'on a le droit d'être musulman, d'être pieux et de croire à la culture, de croire à l'intelligence du monde et de détester la violence. Le vrai enjeu, c'est ça. C'est à l'intérieur du monde de l'islam, cette guerre de civilisation, pour le coup, entre ces deux forces considérables.
Mais la seconde, les forces qui sont derrière ces femmes, qui sont derrière ces démocrates, sont plus importantes. Et le vrai enjeu pour nous, pour les Occidentaux, pour l'Amérique, c'est est-ce qu'on soutient ces femmes, est-ce qu'on soutient ces démocrates kurdes, ou est-ce qu'au contraire, on les laisse à leur sort et à leur face-à-face mortifère avec leurs bourreaux. C'est ça la grande affaire. Justement, on va aller voir... C'est pas nous contre l'islam. On va donner la parole à Solène Chalvon-Fioriti. Vous connaissez très bien l'Afghanistan puisque, on l'a vu, vous avez tourné ce documentaire, vous y avez aussi vécu plusieurs années. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour vous, est-ce que c'est finalement une page de l'histoire qui se tourne? Oui, alors ça c'est sûr. D'ailleurs, on a tous vu ce moment de télé en fait extraordinaire et glaçant, bien sûr, des talibans dans le palais présidentiel, qui est une image, je crois, que les Afghans n'oublieront jamais, puisqu'il ne faut pas oublier que les Afghans des villes ne connaissaient pas les talibans en fait. Pour ceux qui avaient moins de 20 ans, ils les ont jamais vus, ils les ont vus sur des images, mais eux ne sont jamais allés en fait dans des zones contrôlées par les talibans. Donc il y avait en plus un choc visuel très fort parce que les talibans ne ressemblent quand même pas aux autres Afghans. Les Afghans jeunes ne portent pas la barbe si longue dans les villes en tout cas, donc c'était évidemment une immense surprise. Un choc, une page qui se tourne définitivement, évidemment, puisque la surprise quand même, c'est pas simplement qu'ils soient arrivés si vite à Kaboul. La surprise, c'est qu'en fait, ils ont les pleins pouvoirs. Ils sont tout puissants politiquement, ils sont tout puissants économiquement. La formation de leur gouvernement, qui est une composition extrêmement radicale, c'est quand même encore une fois la preuve qu'ils nous ont tout à fait bernés sur leur volonté d'inclusivité. Je vous rappelle quand même qu'on a Sirajuddin Haqqani qui est recherché par le FBI au ministère de l'Intérieur. Donc oui, c'est dire à quel point, de toute façon, 5 millions de dollars. Oui. Donc en fait ils ont voulu respecter les tendances plurielles du mouvement plutôt que de satisfaire la communauté internationale, puisque de toute façon satisfaire la communauté internationale ou obtenir la reconnaissance de leur régime, à mon avis, contrairement à ce qu'on peut penser, ça les intéresse assez peu. Là où il y aura des leviers peut-être à actionner pour agir sur leur politique, ce sera ce qui sera lié à, bien sûr, ce sera conditionné à l'aide internationale et est-ce qu'on renvoie, est-ce qu'on dégèle les fonds aux États-Unis ou pas. Maintenant, ce qu'il faut aussi quand même reconnaître, c'est que le cadre législatif, on ne l'a pas encore complètement. J'entends ce qui est dit sur le plateau et la détresse des femmes afghanes et des gens de la société civile, mais pour le moment, on a des indications sur les arts, on a de très mauvais signaux sur les journalistes, alors que je rappelle que de façon assez extraordinaire vraiment dans le désastre de ces 20 dernières années, l'Afghanistan est le seul pays de la région qui avait réussi à établir une liberté de la presse enviée de tous ses voisins, le Pakistan, la Chine, l'Ouzbékistan, l'Iran. Et donc ça va très certainement s'écrouler en fait, puisque vous avez sans doute vu que là il y a eu vraiment une bascule dans la réaction des talibans vis-à-vis des journalistes. D'ailleurs, nous on le sait nous-mêmes parce qu'il y a une semaine c'était très facile d'aller à Kaboul. Vous passez par la frontière terrestre pakistanaise avec un petit document de Doha du porte-parole Zabiullah Mujahid, dont vous laissez rentrer partout. Vous auriez pu faire ça, je ne sais pas, avec un document du compteur électrique. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont fait. Et maintenant, ils sont en train de serrer la vis considérablement. Il y a eu 3 journalistes afghans qui ont été torturés la nuit dernière. On doit passer par le ministère de l'Information. Donc, c'est ça qui est à craindre. C'est ça, d'ailleurs, que, à titre personnel, je trouve terrible. C'est on appelle à la négociation et au dialogue, mais en fait, il se peut tout à fait que les talibans décident de tout claquemurer et de ne plus laisser rentrer les journalistes. Justement, est-ce qu'il faut continuer de dialoguer avec ce gouvernement? On parlait de Sirajuddin Haqqani, qui est recherché par le FBI. Le numéro 2 du gouvernement, c'est Abdul Ghani Baradar, qui est cofondateur des talibans. Et à la tête du pays, Mohammad Hassan Akound, qui est un ancien proche du Mollah Omar. Est-ce qu'on continue de négocier? Est-ce qu'il y a d'autres choix que cette diplomatie-là? Vous savez, la diplomatie n'exclut pas la coercition et évidemment, tous les instruments doivent être considérés. La négociation pour obtenir un certain nombre de choses, des garanties, aussi bien sur le plan sécuritaire, c'est quand même la première raison pour laquelle l'intervention a eu lieu en Afghanistan. Et il faut bien se dire que même si le grand enjeu, c'est évidemment ce qui se passe à l'intérieur des sociétés, les talibans en 2001 ne sont pas tombés seuls. Et aujourd'hui,
le lien entre leur victoire et le retrait des forces internationales, il est évident. Donc il y a quand même un enjeu clair sur le sens de l'action des forces internationales, et notamment occidentales, parce que c'est les seules qui, jusqu'à présent, ont eu la volonté d'y aller et ensuite, aujourd'hui, d'en sortir. Et donc ils sont aussi donneurs de prix de ce point de vue-là. Et malheureusement, les cartes qui sont dans nos mains ne sont plus les mêmes qu'elles étaient à l'époque. Ça veut dire que ce sont les talibans qui ont les cartes dans leurs mains? C'est clair. Et le Pakistan. C'est très clair. Et leur maître pakistanais. Parce que les talibans, aujourd'hui comme en 2001, ne seraient rien sans l'aide politique, logistique et militaire du Pakistan. Dans le Panjshir, par exemple, qui est en partie tombé il y a quelques jours. On va en parler, oui. Ce sont des forces spéciales pakistanaises, des drones pakistanais et des hélicoptères de combat pakistanais qui étaient à la main-d'œuvre. Moi, dans cette affaire d'Afghanistan, il y a vraiment quelque chose qui me met tout de même assez en colère. Un, c'est quand on se demande si les talibans ont changé. Il n'y a qu'à voir. Il n'y a qu'à regarder, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Vous y étiez il y a 40 ans. Vous avez vu évoluer l'Afghanistan. Il n'y a pas de talibans en 40 ans, mais il y avait Gulbuddin avec Matiar. En tout cas, ce sont les mêmes. Ils sont toujours aussi barbares et toujours aussi féroces. Deuxièmement, quand on dit quels sont les rapports avec Al-Qaïda, ils ont rompu les liens. Les Américains à Doha les ont sommés de rompre avec Al-Qaïda. Les liens sont impossibles à démêler. Ce sont des liens, alors là pour le coup, je ne sais pas s'ils sont héréditaires, mais ils sont claniques, ils sont familiaux, ils sont d'empathie profonde. Mais surtout, ce qui me sidère, c'est quand on répète comme ça, de manière pavlovienne, qu'on a échoué en Afghanistan. Ça, ce n'est pas vrai. Je pense que ceux qui ont cru que les forces obscurantistes, les talibans pouvaient reculer, étaient en train de gagner. Moi, j'étais en Afghanistan il y a 40 ans. J'y étais il y a 20 ans. J'y étais il y a 10 ans, j'y étais il y a quelques mois. L'Afghanistan d'il y a quelques mois, c'est le jour et la nuit par rapport à celui que j'ai connu autrefois. En termes de droits de la presse, en termes de droits des femmes, en termes de constitution d'une société civile. Donc c'est tellement défaitiste, sot et masochiste que de dire on a échoué en Afghanistan. Mais vous voyez aujourd'hui les questions qui se posent. La question qui se pose, c'est peut-on imposer un modèle démocratique? Mais personne n'a rien. Attendez, personne n'a rien imposé aux femmes afghanes. Les femmes afghanes ont décidé avec l'aide des Américains et des puissances occidentales. Mais vous croyez que c'est les fusils américains qui, derrière chacune des femmes, les ont invitées à se libérer? Beaucoup d'argent déversé. Déversé 1000 milliards, je crois. Oui, même davantage. Même davantage, peut-être 2-3 fois plus. Déversé dans les circuits de la corruption, déversé dans les circuits militaires. Mais justement, c'est une question. Est-ce qu'on peut arriver comme ça dans un pays? Si les femmes se sont libérées, ça n'est pas à cause des baïonnettes américaines. Beaucoup d'argent, sans forcément peut-être regarder où est-ce qu'il va cet argent. Il y a forcément de toute manière toujours à un moment donné où la population doit être en accord. Et il y a forcément aussi une vraie question qui est l'aide avec la corruption. Si la corruption vient à enrichir ceux qui sont à la tête, et si elle n'est pas reversée à la population, dans ces cas-là, c'est le tonneau des Danaïdes. Et évidemment, vous enrichissez un certain clan. C'est d'ailleurs l'erreur certainement américaine et même occidentale, c'est d'avoir fermé les yeux sur quand même le fait que le président Karzai s'est enrichi. On sait que son fils s'est enrichi. Le président, quand il est parti actuel, pareil, s'était enrichi. Ça fait partie des questions qui restent les questions fondamentales, qui restent les questions de corruption, qui restent quand il y a des occupations. Et de gouvernance. À côté de ça, je dirais que, pour reprendre votre question sur qu'est-ce qu'on fait avec les talibans aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait avec les femmes, les talibans, ils sont ce qu'ils sont, mais aujourd'hui, les Américains ont un problème, c'est que le monde a changé. Les talibans n'ont pas forcément beaucoup changé, mais le monde aussi autour a changé. Les Russes veulent bien parler avec eux. Les Chinois ont dit, dès qu'ils ont annoncé le gouvernement, tout de suite, ils ont dit « Ah, c'est très bien qu'il y ait un gouvernement parce qu'au moins, il n'y a pas l'anarchie. » Donc, quand vous êtes Joe Biden et que vous êtes président américain, vous devez, dans ces cas-là, parler avec un concurrent qui, lui, veut s'implanter dans cette région alors que vous en êtes parti. Et donc, comment est-ce que vous gérez ça? Donc, il faut tenir compte, en fait, de toutes ces cartes géopolitiques autour. Dernier point, sur les femmes. Je pense effectivement que c'est une idée généreuse de parler de la liberté et de parler de l'émancipation. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des
endroits où l'Afghanistan sont très fermés, sont très rurales, sont très féodales. Oui. L'erreur peut-être que viennent de faire les talibans là, c'est qu'en fait, il y a une loi qui est passée qui est affreuse pour les femmes. Ils viennent de demander à ce que les femmes de plus de 20 ans se marient avec un taliban si elles n'étaient pas mariées. Alors ça, d'abord, c'est très outrancier, mais surtout le problème, et là on rentre dans l'Afghanistan, c'est que les talibans sont pachtoun, donc ça veut dire qu'ils vont aller prendre les femmes dans leur ethnie et dans les autres ethnies pour leur dire « on vous veut comme mère de famille parce qu'on veut faire des enfants comme Daesh fait faire des enfants aux djihadistes ». Et ça va peut-être effectivement remonter la société afghane. Dans l'échec aussi quand même des forces présentes, il y a aussi la méconnaissance du terrain, une sorte d'incompréhension aussi entre les forces et le peuple afghan. Je vous propose, Solène Chalvon-Fioriti, qu'on regarde justement un extrait de votre documentaire où vous rencontrez une famille afghane dans un village reculé qui vit sous le règne des talibans depuis 12 ans. On regarde un extrait. Avant, je n'invitais pas les talibans à prendre le thé chez moi. Je ne me préoccupais pas de la guerre, je n'étais pas partisan. Nous, les civils, nous voulions juste étudier, éduquer nos enfants, gagner notre pain. Puis les soldats américains et ceux du gouvernement afghan ont montré leur barbarie. Ils ont semé la terreur ici, sous prétexte de combattre les talibans. Les attaques venaient du ciel, c'était des bombes? Oui, des bombes. Et aussi, ils ont fait irruption chez nous. Ils ont cassé la porte et tout le mobilier. Ils étaient si cruels. Ils ont battu les enfants dans leur sommeil. Nous avons perdu 5 membres de notre famille. Tous étaient des enfants ou des étudiants. Les talibans, eux, sont nés ici. Nous les connaissons tous. Ils vivent dans nos maisons, dans nos villages, nos communautés. Et de leur part, nous n'avons subi aucune injustice. Solène Chalvon-Fioriti, on entend le ressentiment de ce villageois contre les troupes américaines et gouvernementales. Alors, il faut préciser quand même qu'il parle entouré de talibans. Est-ce que c'était un sentiment généralisé dans la population ? Vous étiez sur le terrain. Non, déjà, la population afghane, c'est ce que j'avais envie de répondre tout à l'heure à M. Bernard-Henri Lévy. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est vrai que l'écart est tellement immense entre les campagnes et les campagnes pashtunes et les campagnes reculées et les campagnes très, très, très montagneuses qui, de toute façon, n'ont aucun moyen de communication depuis bien plus que 20 ans. C'est difficile pour moi d'établir un lien aussi fort. Pour ce qui est du sentiment, ce monsieur, en fait, qui est un directeur d'école, lui, sa maison a été visée par un drone. Vous savez qu'il y a eu des dizaines, sans doute des centaines, on n'a jamais réussi à voir d'ailleurs les chiffres, ils n'ont pas été publiés par les Américains. Il y a eu des centaines de bavures de drones, et la dernière, d'ailleurs, qui pour le coup a été très médiatisée, parce qu'elle a eu lieu le 29 août, je ne sais pas si vous vous souvenez, à côté de l'aéroport, où une frappe de drone américain frappe un véhicule bourré d'explosifs de Daesh et fauche une famille de 10 personnes, dont des enfants au passage. Donc ça, c'est vrai que ça a vraiment constitué chez les Afghans qui finalement ne voient plus les Américains depuis des années, parce que d'abord les Américains ne sont plus dans la rue, et avant ça, ils étaient sur leur gros Humvee, et de Kaboul, de ce qu'ils voient des Américains, parce qu'ils voyaient avant l'arrivée des talibans, c'était ce grand ballon dirigeable qui opère une vigilance sur la ville. Ils ne voient jamais le visage, en fait. Ils ne voient jamais les Occidentaux. Donc, ça a aussi creusé, même dans les villes, un désamour. Et de toute façon, dans les campagnes, il y avait une distance qui était une distance idéologique, et puis une distance parce que dans les campagnes, ils voyaient bien, en allant dans des bourgs proches ou en allant en ville, qu'ils n'avaient rien reçu de ces milliards qui avaient permis ailleurs d'obtenir un service de santé décent, des écoles, etc., etc. Donc il y avait déjà cette grande distance. Dans les villes, moi, ce que je peux dire parce que ça fait donc 10 ans que j'y travaille et que j'y ai vécu, c'est que moi-même j'ai senti un désamour très très ferme, progressif à l'égard des Occidentaux, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les talibans, mais simplement parce que, d'abord, vous êtes des cibles des talibans, donc ils voient, eux, des Occidentaux qui vivent dans des compounds ultra sécurisés, qui traversent la ville avec des énormes voitures blindées, qui sont en plus des voitures souvent siglées Nations Unies, des voitures qui vont créer des embouteillages. On sait que les embouteillages, c'est ce qu'il y a de pire s'il y a un attentat, puisque vous ne pouvez pas sortir votre voiture. Ces endroits, ces bunkers, sont les bunkers qui sont ciblés depuis 20 ans par les attaques des talibans. Donc, en fait, évidemment, les gens qui sont à l'intérieur ne vont pas mourir en cas d'attaque. Il y a eu de rares exceptions, bien sûr, mais ce sont bien plus les enfants des rues, les civils, etc., qui ont été frappés. Donc, si bien que, en réalité, et puis ça, le parachèvement, si vous voulez, de cette espèce d'occupant sans visage, c'est les derniers jours de Kaboul,
où on voit les Américains sans visage, avec cet hélicoptère qui fait des allers-retours, les Robocop à l'entrée, qui ne laissent rentrer personne, et le fiasco qui a suivi. Donc, il y a la bataille des cœurs a été perdue depuis très longtemps en Afghanistan. Et moi, ce qui m'inquiète d'ailleurs à titre personnel, c'est que on a tendance à penser que les ennemis ou ceux qui nous veulent du mal sont les djihadistes et sont les terroristes. Mais n'oublions pas que notamment ce départ et surtout le fait que tous ces gens que M. Bernard-Henri Lévy a évoqués tout à l'heure, ces gens qui ont travaillé pour les agents du développement, qui ont travaillé dans la culture, qui ont été professeurs, qui ont été archéologues, qui ont travaillé pour l'UNESCO, qui ont travaillé pour les ambassades, que nous avons exposés via différents sous-traitants sur les réseaux sociaux, pour tel forum, pour telle bourse, ces gens-là se retrouvent en danger de mort parce que nous les avons affichés. Et donc là, on parle de demain, on parle de ce qui arrive maintenant, de comment on peut penser ce conflit, mais n'oublions pas qu'il y a encore des milliers de gens qu'il faut sortir là tout de suite maintenant, et que la France s'est engagée à les faire partir. On sait qu'ils sont sur les listes du Quai d'Orsay. On voit les Allemands faire des efforts, dire aux talibans qu'ils conditionnent une négociation justement sur le départ de leurs agents. Nous devons aussi, encore une fois, il y a plein de gens qui peuvent vivre en Afghanistan terriblement, dans une rigidité sans nom. Mais il y a aussi des gens qui peuvent être vraiment tués dans les prochaines semaines, et nous avons un devoir envers ces gens que nous avons fait travailler, et qui ne sont pas seulement les auxiliaires de l'armée française ou les gens de l'ambassade de France, si vous voulez. Elie Tenenbaum. Oui, il y a les réalités d'une force vive, des forces vives d'une société urbaine, avide, effectivement, de liberté, ce dont Solène Chalmon-Fioretti vient de parler à l'instant, qui existent et qui sont effectivement aujourd'hui les premières victimes du nouveau régime qui se met en place. Et puis, il y a une autre réalité, qui est la réalité du fiasco de la construction d'un État afghan avec l'aide internationale, en dépit ou à cause, on pourrait évidemment discuter, qui s'est révélé finalement essentiellement prédateur, clientéliste, corrompu, qui a été incapable d'incarner finalement ce contrat social, ce projet de société, ces aspirations auxquelles croyait réellement la population afghane dans les années qui ont suivi la chute de Taliban. Donc on peut parler évidemment du soutien des Pakistanais, il est réel, du rôle de la géopolitique, et elle est réelle dans la réalité, dans le résultat auquel on assiste aujourd'hui, mais on ne peut pas nier la construction par les talibans d'une forme de contrat social brutal qui s'est imposé sur une population avec une base essentiellement effectivement rurale et pas forcément aussi ouverte que celle qu'on voyait dans les villes. Mais c'est comme ça que les talibans, et on le voit bien d'ailleurs dans le documentaire de Solène Chalmon-Fioretti, reconstruisent par la gouvernance. Ils ont reconquis par la gouvernance. Et aujourd'hui, ils ont réellement conquis les populations. Une question quand même, parce qu'il faut absolument, avant la fin de cette émission, qu'on aborde la question de la résistance. On en parlait ensemble, Bernard-Henri Lévy. Beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne cette résistance. On vous a vu dans le film avec le fils du commandant Massoud, dont vous êtes très proche. Vous allez avec lui dans la vallée du Panjshir. Est-ce que vous êtes toujours en contact ? Il y a beaucoup de flou qui subsiste. D'abord, un mot simplement. Rapidement ? Oui. Sinon, on n'aura pas le temps. Les talibans, j'appelle pas ça un contrat social. Les talibans, ils ont déclaré la guerre aux petites filles de leur pays, aux jeunes filles au-delà de 12 ans, et ils ont déclaré la purification ethnique de toutes ces femmes non pachtoun, premièrement. Deuxièmement, moi, je vous dis ce que j'ai vu, et je raconte ce que j'ai vu. C'est-à-dire que en Afghanistan comme ailleurs, le désir d'être libre, le désir de disposer de soi, c'est un désir universel. On peut raconter ce qu'on veut, contrat social, taliban, Occident, on vous a bien entendu. Ce désir, je l'ai entendu, ça fait 50 ans que j'entends ça, depuis le Bangladesh jusqu'aujourd'hui, c'est un désir universel. Et la volonté de résister. La résistance. Est-ce que le commandant Massoud appelle toujours le fils du commandant Massoud ? Le commandant Massoud, il dit deux choses. Il dit premièrement que... Il est toujours en Afghanistan ? Il est toujours dans le Panjshir. Vous soutenez toujours son appel au soulèvement ? Il est toujours dans le Panjshir. 2, il nous dit que le Panjshir n'est pas tombé, que les talibans... Contrairement à ce que disent les talibans. Que les talibans ont pris les grands axes, mais que dans le Panjshir, les grands axes, ça ne veut pas...
ça ne veut pas dire grand-chose dans cette myriade et cet entrelac de vallées. Il dit troisièmement que lui et ceux qui sont autour de lui ne se soumettent pas, et il exhorte, en effet, les habitants des villes, les femmes. Encore faut-il qu'ils soient soutenus, qu'il y ait le soutien pour et de l'aide. Il y a des manifestations de femmes à Hérat et même à Kandahar qui manifestement ont entendu le message de ce jeune homme et descendent dans la rue avec un courage et le jeune lion sera-t-il à la hauteur de sa mission? C'est la question que vous posez pose, dans votre documentaire. De tout mon cœur. Et on va pouvoir poursuivre la réflexion sur la résistance afghane et puis bien sûr sur cette résistance historique, puisque vous allez pouvoir découvrir à l'issue de cette émission 2 documentaires passionnants. 11 septembre, l'avertissement du commandant Massoud, réalisé par Nicolas Jalot, suivi de Massoud l'Afghan, signé Christophe de Ponfilly. Voilà, je rappelle quand même rapidement vos ouvrages sur la route des hommes, Bernard-Henri Lévy, et puis bien sûr ce documentaire qu'on peut revoir sur la plateforme de France Télé, que nous venons de voir juste avant ce débat. Elie Tannenbaum, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, c'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous, merci Solène Chalvon-Fioriti. On peut revoir en replay sur le site d'Arte votre documentaire Afghanistan, vivre en pays taliban. Et puis, je vous salue. On a dû finir assez rapidement puisqu'on aimerait avoir encore plus de temps pour débattre. On se retrouve très bientôt. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée.